un homme scientifique. Vous savez tous que j'ai toujours horreur de ce qui est politique. Même si je côtoie souvent des hommes politiques dans mon métier, j'évite de mettre mes pieds dans leur plat. Donc, au plan scientifique, je vous dirai ce que le droit a prévu, ce qui peut se faire dans le contexte actuel. D'abord, pour apprécier cette convocation qui vient donc d'atterrir et qui fait l'objet de ces discussions sur les réseaux sociaux, les commentaires dans nos rues, il faut savoir ce que c'est que la criette. Ce qu'elle sait, ce que c'est. Vous savez que c'est une juridiction, c'est vrai, mais pas comme toutes les autres juridictions. C'est une juridiction d'exception. Peut-être que les Béninois ne s'en ont pas rendu compte. Lorsque, dans la foulée, il y a quelques mois, on a dit qu'on va créer une juridiction de répression de ci ou de ça, etc., etc. Ils ne s'en ont pas rendu compte de ce que c'était une juridiction d'exception. Je dirais une juridiction qui n'est plus digne de notre siècle. S'ils le savaient, je crois qu'ils allaient immédiatement décrier cette idée il y a quelques mois, bien longtemps. Alors, la juridiction d'exception, dont la criette est le symbole chez nous, d'abord il faut dire que ce n'est pas la première fois que notre pays est confronté à un problème de juridiction d'exception. Il en a eu par le passé, et pour les gens d'un certain âge, on en a connu dans les années 67. Il en a eu plusieurs avec les régimes des jeunes cadres militaires à l'indépendance. Sous le régime révolutionnaire, on en a connu sous trois formes. Je crois l'ANR à l'époque, qui devait jouer également le rôle d'un tribunal d'exception. Mais il avait également la Cour de sûreté de l'État et il avait la Cour criminelle d'exception. Mais la Cour criminelle d'exception qui est restée en vigueur jusqu'à la conférence nationale a été balayée de notre corpus juridique. C'était normal qu'il en soit ainsi en 1990, parce que le Bénin venait de proclamer son entrée dans ce que nous appelons l'état de droit, et l'état de droit est incompatible avec une telle juridiction. Alors, j'ai d'abord rappelé ce que c'est que cette juridiction d'exception au plan national. Mais son origine est lointaine. La juridiction d'exception, dont la criette est l'exemple chez nous, est une juridiction rattachée à la doctrine pénale totalitaire. Ce sont des juridictions que vous retrouvez qui ont eu leur origine dans l'Italie fasciste et dans l'Allemagne nazie. Ce sont des juridictions qui servent de moyens aux gouvernants dans les systèmes dictatoriaux pour asseoir une politique criminelle totalitaire. Dans les années 1939, 35, 38, ces juridictions sont développées dans les pays totalitaires de l'Europe. Et ils sont restés jusque dans les temps modernes, dans les années 60, etc. Mais avec la modernité du droit pénal, à partir des années 1970, ce sont des juridictions qui ont commencé par disparaître, parce que tout simplement, ce n'est plus une juridiction adaptée aux droits humains. Adaptées à l'attachement aux droits humains, ce sont des juridictions qui sont très peu soucieuses des garanties des droits de la défense. C'est conçu comme ça. C'est conçu comme ça. Vous ne pouvez pas analyser
certaines choses en droit pénal sans rechercher à comprendre la doctrine qui a été à la base. C'est conçu comme ça, c'est-à-dire les pères fondateurs de cette juridiction d'exception les ont conçus dans l'idée de la répression, dans l'idée du totalitarisme. C'est en quelque sorte le bras armé judiciaire des régimes dictatoriaux. Et il en a plein. La France aussi en a connu. La chère France en a connu. Et c'est lancé dans l'abandon, comme le Bénin en a connu. C'était bon de rappeler ça, pour que vous sachiez que vous n'aviez pas en face une juridiction comme les autres. Toute personne qui comparaît devant une juridiction d'exception doit s'attendre à une répression farouche. C'est la doctrine qui est comme ça. On ne va pas devant une juridiction d'exception comme on va devant un tribunal ordinaire. Ce n'est pas les mêmes doctrines. Celui qui a conçu la loi sur la juridiction d'exception y a mis des points importants. Donc, par exemple, vous n'avez pas le double degré de juridiction. Vous êtes jugé en premier et dernier ressort. Quelque chose d'incompatible avec le droit international. Et vous êtes jugé et condamné à une peine très lourde. Les droits de la défense sont limités. C'est des coups de terreur. Malheureusement. Et malheureusement, je ne pouvais, en tant que spécialiste scientifique de la chose, jamais penser que mon pays va en connaître. Dans d'autres pays, j'en ai vécu, j'en ai connu. J'étais de ceux qui dénoncent. J'ai dénoncé plusieurs fois dans différents rapports au niveau des Nations Unies, mais malheureusement, en ce temps, j'étais loin de penser que dans mon propre pays, ça allait venir depuis que nous avons opté pour la conférence nationale. Donc, c'était important de rappeler ça. Maintenant, pour venir à l'aspect pratique essentiel de la chose. Le président Adjavon, qui est convoqué devant la CRIET, dans le contexte que vous savez, et tout ceci sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc., etc. Ça étonne plus d'un. Et la question revient de savoir, est-ce qu'il peut être convoqué encore par la CRIET? Est-ce que pour une affaire qui a été jugée, tout ça, etc., est-ce qu'on peut encore le convoquer à la CRIET? Mes chers amis, vous avez raison de vous inquiéter par rapport à ça. Vous avez raison de vous poser ces interrogations. Et le scientifique, j'ai dit tout à l'heure, le scientifique que je suis ici, je vais aborder ces interrogations une à une avec vous, en rappelant certaines choses. Dans cette affaire de cocaïne pure, il a déjà eu un jugement. Vous le savez. Et nous le savons tous. Un jugement qui a été rendu par des juges béninois, exerçant dans la légalité, c'est-à-dire dans le cadre des lois existantes au moment des faits, et ayant prononcé des décisions dans le cadre de juridictions légalement reconnues par les lois de la République au moment des faits. Nous le savons et vous le savez. Vous savez aussi que cette décision a prononcé la relâche pure et simple de certains et le bénéfice de doute pour d'autres. Vous savez ça. Vous savez que cette décision, pendant les délais légaux, il n'a pas eu appel. Les réseaux sociaux en ont abondamment parlé. Ça, c'est connu de tout le monde. Vous le savez. Et vous savez que quand il n'a pas appel, une décision devient définitive. Vous le savez. Tout le monde le sait, c'est le b.a.-ba. Nous savons que, et vous le savez aussi, que des journaux ont circulé pour dire qu'il y aurait eu un appel du procureur général, etc., tout ça, mais lequel appel n'a jamais été notifié à M. Sébastien Adjavon. Vous le savez et tout le monde le sait, il n'a jamais reçu notification de cet appel. Mais ce qui est également sûr,
c'est qu'effectivement, le procureur général a relevé un appel, mais un appel qui ne répondait nullement aux formes prescrites par la loi. Nullement aux formes connues par la loi. Et qui, aux yeux de tout praticien, devrait être considéré comme un appel que la Cour, si elle était saisie, déclarerait manifestement irrecevable. Parce que telle est la pratique, tel est ce que la loi a prévu pour ce type d'appel. Nous savons tout ça. Donc, c'est dans un contexte tel au plan judiciaire qu'intervient cette convocation devant la criette. Et vous êtes en droit de vous demander, est-ce qu'on peut le convoquer et le faire comparaître devant la criette? Alors, mes chers amis, je dois vous dire quelque chose, au plan pour être très précis. Dans l'organisation judiciaire du Bénin, au moment où M. Adjavon était jugé, au moment où le jugement a été rendu, le jugement ayant bien sûr prononcé sa relâche a été rendu avec tous les autres, il n'avait qu'une seule possibilité de voie de recours, c'est la voie d'appel. Dans l'organisation judiciaire du Bénin. Et cet appel bancal du procureur général intervenu dans les conditions que les réseaux tout autour on a toujours déterminées, ne devrait que logiquement conduire vers la cour d'appel. Cet appel ne peut conduire nulle part ailleurs que vers la cour d'appel. Il n'existe pas dans l'organigramme judiciaire du Bénin, dans le cadre des faits, de ces faits, une autre juridiction qui peut connaître de cet appel-là que la cour d'appel de Cotonou. Si quelqu'un vous le dit, dites que c'est faux. Il ne connaît donc pas le droit béninois. Je vous dis, il n'en existe pas. Parce que le droit de former, de relever appel saisit automatiquement, dès qu'il est formé, une juridiction qui est la cour d'appel. Et non une autre juridiction. Mais la criette n'est pas une juridiction d'appel. La criette n'est pas une juridiction d'appel. Même la loi qui a créé la criette ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Elle n'a pas cette compétence. Elle n'a pas cette compétence. Et l'acte d'appel, si on doit prendre l'appel bancal du procureur général à l'époque, comme fondement, cet acte ne conduit pas vers la criette à Porto-Novo. Cet acte conduit toujours vers la cour d'appel à Cotonou. Et c'est la cour d'appel qui va se prononcer sur son appel. Donc, c'est important de le savoir. Mais, quand on envoie cette convocation et qu'on envoie la criette est une juridiction qui juge en premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Mais le premier ressort a déjà été fait par le tribunal des flagrants délits de Cotonou. Le premier ressort les a déjà relaxés. Et sur la base de cette relâche, ils ont obtenu une attestation de non-appel. Sur la base de cette relâche, une autre juridiction, la chambre d'accusation, a motivé une autre décision par rapport à la relâche en reconnaissant qu'ils ont été relaxés par un jugement. C'est dans les motivations de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Et la chambre d'accusation va loin pour dire, sur le fondement de cette décision du tribunal des flagrants délits en leur faveur, ils sont en droit de saisir le juge d'instruction contre X pour la plainte qu'ils ont déposée. Ça existe. Alors, quand vous allez les conduire devant la criette fera quoi de tous ces actes de justice? Elle fera quoi de ça? Elle va les ignorer.
elle va considérer ces actes comme inexistants. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des actes judiciaires, des décisions juridictionnelles consacrées que la CRIET ne peut méconnaître et ne peut annuler. Elle n'en a pas la compétence et elle ne peut passer outre. Elle ne peut passer outre. Il n'a qu'une seule juridiction qui peut en connaître sur la base de l'appel du procureur général, c'est la cour d'appel. Va-t-elle à son tour reprendre un jugement qui a été jugé déjà en premier ressort et le rejuger à nouveau en premier et dernier ressort? Il faut se poser cette question-là. Le jugement qui a été déjà rendu là, elle va le reprendre et le rejuger à nouveau en premier et dernier ressort. Il a problème. Elle ne peut pas reprendre le jugement qui est là et le reprendre et le rejuger en premier et dernier ressort. Ce n'est pas possible. Mes chers amis, moi, c'est de manière scientifique que je vous dis ce que je vous dis. De manière scientifique. Au plan scientifique et de procédure pénale, je crois que ceux qui ont envoyé ce dossier à la CRIET, ils vont certainement revoir leur copie. À moins qu'ils aient décidé de façon délibérée, volontaire, de violer les règles de procédure. Aucune disposition de loi ne permet de faire ça. Alors, j'ai lu la loi sur la CRIET. Dans cette loi, on dit que certaines affaires qui sont de la compétence de la CRIET peuvent être relevées des juridictions existantes et confiées à la CRIET. Ce n'est pas nouveau. Nous appelons ça, en termes classiques, des lois de procédure, des lois d'organisation judiciaire nouvelles qui interviennent et qui peuvent modifier ce qui est existant. C'est un principe connu. Mais ça ne s'applique pas comme ça. Ça ne s'applique pas comme ça. Et il y a une logique, je viens de vous démontrer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va faire du jugement existant? Elle va prendre une allumette et brûler le jugement existant. Elle va dire que ça n'a jamais existé. Mais ça existe, c'est là. Et la loi dit même quand vous le touchez, quand vous allez enlever une virgule, une phrase, vous commettez le faux. C'est le crime de faux. Elle est rendue, elle est têtue, elle demeure telle, jusqu'à ce que le juge à qui la loi a donné compétence au moment où elle est rendue, de le rectifier, s'il a des causes de rectification dans les formes légales, conformément à la loi de l'époque, puisse le rectifier. C'est ce juge-là seul qui peut le rectifier, et non aucun autre. Et ce juge, c'est le juge d'appel de la cour d'appel de Cotonou. Je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi ils sont partis à la CRIET. J'ai dit tout à l'heure que l'on peut vous dire que c'est peut-être que la CRIET, dans une de ces dispositions, on dit, bon, il faut, certaines affaires n'ont qu'à partir là-bas. Je vais d'abord présenter mes excuses de loin à ce confrère ancien qui m'a dit, ne lis plus, quand tu donnes des explications scientifiques aux journalistes. Mais, je le comprends. Mais il y a des cas comme ceci, il est bon parfois de lire. Je m'excuse à distance et vous m'excuserez de le lire. Voici cette décision de la Cour de cassation de la France sur ce cas-là dont nous parlons. Le cas à Diamond, là, situé là. Écoutez très bien. Si les lois de compétence sont applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, virgule, ce principe reçoit exception lorsqu'une décision sur le fond est intervenue, alors même que cette décision aurait été frappée d'appel et que les juges du second degré n'auraient pas définitivement statué
avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Je reprends. Si les lois de compétence sont applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, virgule, ce principe reçoit exception lorsqu'une décision sur le fond est intervenue, alors même que cette décision aurait été frappée d'appel et que les juges du second degré n'auraient pas définitivement statué avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cassation, 3 mai 1994. Vous retrouvez cela au recueil des bulletins criminels, chambre criminelle de la France. C'est là. Adjavon, c'est quoi? Adjavon, c'est quoi? Décision de relâche. Nous sommes d'accord qu'il a eu ça. On nous dit que le procureur général a fait un appel. Nous l'admettons, il a fait un appel. C'est cela. Cet appel n'est pas encore examiné. Quand ils ont créé la Criette, et ils amènent le dossier là-bas, à la Criette. On vient de vous dire, ceux qui nous ont formés, ceux qui nous ont enseignés, ceux de qui nous tenons la loi, nous ont dit non, non, ça ne se fait pas comme ça. Même si le premier jugement là qu'on a rendu, même s'il a eu appel de ça, et que l'appel là n'est pas encore jugé là, ah non, 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 c'est le même, l'ancien circuit qui continue. Votre nouvelle loi là ne peut pas s'appliquer à ça. Et c'est ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Comment ils vont intégrer le jugement du premier de tribunal de flagrant délit qui les a relaxés, ils vont l'intégrer à la compétence de la Criette. Ça crée des problèmes. Adjavon et ses amis qui sont concernés ont un droit acquis. Ceux qui ont amené le dossier à la Criette ont oublié la notion de droit acquis. Et la jurisprudence française abondante dit, toutes les fois qu'il a ce droit acquis, on ne peut pas les dépouiller de ce droit. Et c'est ce droit acquis que la Cour de cassation est en train de sauvegarder là, par ce principe. Alors donc, sur le plan technique, moi je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela, mais au plan scientifique, voilà ce que je peux vous dire. Ce qui est fait me paraît extrêmement bizarre et bizarre. Voilà. Je n'ai pas autre chose à vous dire que ça, c'est ma conviction de scientifique. Il y a dans vos questions des aspects que je ne pourrais pas aborder, n'étant pas moi-même avocat de M. Adjavon, ayant une connaissance approfondie de certaines de ces procédures. Je ne pourrais pas. Quelqu'un a parlé de procédure devant, comment il s'appelle, Arusha. Vous savez, je ne suis pas concerné par ça. Je n'y étais pas. Hein? Cette procédure, je l'ai su comme vous, tout le monde, dans la ville de Cotonou. Hein? Et quelqu'un a parlé de la procédure devant le juge d'instruction. Je ne pourrais pas non plus vous l'exprimer. Pour la même raison, je ne suis pas avocat de l'intéressé dans cette procédure. Et même si je l'étais, pour un dossier qui est en instruction, je me serais gardé d'en parler. Le dossier cocaïne est déjà sorti du cadre. Le jugement a été rendu publiquement. Tout le monde est au courant, tout le monde connaît ça. C'est un dossier qui est tombé dans le domaine public. Donc ça ne pose plus un problème qu'on en parle. Et un autre demande quelles sont les voies de recours s'il faut se présenter comme ça que la loi a prévu. Disons que la seule voie de recours qui est prévue, généralement prévue lorsqu'il s'agit des tribunaux d'exception, pas seulement au Bénin, c'est pourquoi j'ai fait l'historique, j'ai situé tout dans le cadre général, hein. C'est une question de doctrine. C'est une question de doctrine. C'est la cassation, c'est le seul moyen qui reste. Protestation. C'est pourquoi j'ai dit que c'est des juridictions de répression. C'est des juridictions qui font très peu cas des droits de la défense et des droits humains. C'est des juridictions qui sont désapprouvées en droit international. Désapprouvées en droit international. Mais malheureusement, pendant que beaucoup de pays s'en débarrassent,
C'est en ce moment que c'est venu chez nous. Alors qu'ailleurs, on s'en débarrasse, alors qu'on fait l'effort de s'en débarrasser, alors que le droit international, le droit de l'homme fait pression sur les États pour qu'ils s'en séparent, malheureusement, c'est le contraire. En 1988, je me souviens, lorsqu'il a eu la Cour criminelle d'exception, et c'est un avocat qui a été le tout premier à protester contre, en 88. J'étais déjà moi-même au barreau. Je me souviens par une correspondance même qu'il a adressée au bâtonnier de l'époque. Il s'est inquiété de cette cour qui venait d'être installée. Mais c'était peut-être se tromper par rapport à la nature du régime. Un régime militaro-marxiste-léniniste était favorable à un coup de répression de cette nature. Mais je me souviens également que l'un des procès, sinon le tout premier procès d'ailleurs de cette cour qui a eu lieu, j'étais présent en 1988. C'était également des avocats qui sont allés au charbon. Paix à son âme, le regretté bâtonnier Raoul Assoba, qui était là à l'époque et qui a pris la tête de la défense d'une manière farouche et qui est parvenu à paralyser cette cour-là. Elle est restée paralysée jusqu'à l'avènement de la conférence nationale. Parce qu'il fallait ralentir son élan. Il a réussi, à travers une mobilisation de la défense dans la salle, à ralentir l'élan de la cour. Et les choses sont restées bloquées comme ça jusqu'à la conférence nationale où cette cour a été donc sortie de notre corpus. Alors donc, c'est une cour naturellement répressive. C'est la doctrine qui est comme ça. Voilà. Une juridiction d'exception qui n'a pas le droit d'avoir cité en cette période démocratique, en cette zone démocratique de notre pays. Mais, curieusement, elle est venue. Au plan technique, Maître Atita a dit clairement que ça ne devait pas pouvoir exister et les procédures, en tout cas pour ce qui concerne Sébastien Adjavon, n'étaient pas les procédures qu'il fallait. Mais au plan politique, vous comprenez très bien. Et il a dit que quand vous êtes dans un régime dictatorial, nous pouvons assister à tout. En réalité, l'honorable Djenotin et d'autres députés ont eu leur immunité levée. Dans la théorie et dans les débats qui se sont passés à l'Assemblée, c'est pour que ces députés-là se présentent devant la Haute Cour de justice. Mais de plus en plus, nous apprenons que ces députés dont on a levé l'immunité doivent se présenter devant la criette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce que la technique dit, il y a ce que la loi dit, mais il y a aussi ce que la politique fait. Nous avons appris, même ce matin, que l'honorable Djenotin a été convoqué pour cet après-midi à 15h devant la Cour de répression de la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez expliquer que l'immunité de Djenotin a été levée pour qu'il réponde à des infractions de ce genre, même s'il est considéré comme cybercriminel? Est-ce qu'on a levé l'immunité pour cela? Donc, vous pouvez comprendre que politiquement, les choses se font comme ça, parce qu'on a besoin d'aller dans ce sens-là. Il y a d'autres cas sous vos yeux. Garba Yaya était un ancien ministre accusé d'avoir organisé un concours frauduleux. Pourquoi il doit aller devant la criette? C'est des crimes économiques. Il a fait un crime économique, il a commis une infraction terroriste. Qu'est-ce qui se passe? Mais politiquement, voilà ce que nous faisons. Et pour ce qui concerne le président Adjavon, vous pouvez lire entre les lignes et directement. L'objectif visé, ce n'est pas de l'amener à répondre à quelque infraction que ce soit. L'objectif visé, c'est d'abord d'empêcher le président Adjavon d'aller aux élections. L'autre objectif, parce que nous avons appris avec insistance qu'avant la fin de l'année,
le président Adjavon doit être arrêté. Tout ça, c'est dans le tunnel. Politiquement, c'est cela. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que nous pouvons dire que le président Adjavon a commis comme crime pour avoir soutenu le président en exercice, le président du Bénin, avec ses 23%. Quel crime il a commis? Personne ne nous a expliqué un jour, voilà ce que le président Adjavon a commis comme crime. Son crime, c'est d'avoir soutenu un président qui est élu et qui est en place, et qui a peur de ce que les actions sociales du président Adjavon puissent le perturber. La peur est là. Nous avons peur de ce que l'homme peut faire. Et donc, il faut le tuer. Nous avons peur des FCBE, des Djenotins. Il faut les tuer. Nous avons peur de Komi Kounché. Il faut tuer. Nous avons peur de ceci et de cela. Nous avons peur de la jeunesse. La question politique liée au président Adjavon, c'est un peu cela. Vous avez entendu dire que, voilà, il est devant la cour pour ceci, pour beaucoup d'infractions et ceci et cela. Non, c'est de la communication du pouvoir. La communication du pouvoir veut que ce soit qu'on mette le doute dans les esprits des journalistes, qu'on mette le doute dans les esprits des populations, qu'on mette le doute dans les esprits de la jeunesse. Mais ce qui est réel, c'est que l'huissier qui a notifié la convocation au président Adjavon est clair là-dessus. C'est l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Or, cette affaire est vidée. Pourquoi on y revient? Si on y revient, c'est parce qu'on a des intentions politiques. La lutte contre la corruption, l'OCOSA marche tous les jours. Et il y a des infractions économiques. Mais la CRIEC n'est pas saisie pour ça. Au ministère de l'Environnement ou de cadre de vie, des motos de 500 000 ont été facturés 5 millions. Et ça, c'est les structures légales de lutte contre la corruption qui ont révélé. Mais personne n'est à la CRIEC pour ça. Sur le dossier de l'Assemblée nationale, on a fait des audits, on a dit. Et pourtant, on reste calme. Mais sur des dossiers déjà vidés, parce qu'il y a des intérêts, il y a un intérêt à nuire à un homme, on dit qu'il faut se présenter devant la CRIEC. Le président Adjavon va se présenter en toute liberté, mais en toute honnêteté et en toute sérénité, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Toute la jeunesse du parti, les femmes du parti et les acteurs politiques de tous bords, tous ceux qui sont sensibles à la défense de la démocratie dans notre pays se mettraient comme un seul homme. Parce qu'il s'agira de défendre les intérêts de notre démocratie, il s'agira de défendre notre démocratie, il s'agira de faire en sorte que le pays soit respecté et que nous puissions être mieux gouvernés. Aujourd'hui, tout est à refaire, malheureusement. Parce que nous sommes rentrés dans un système, depuis le 6 avril, avec une manière de gouverner que tout le monde connaît. Tout pour nous, rien pour les autres. Et on va même jusqu'à importer des travailleurs. On importe les travailleurs pour venir faire votre travail à votre place. Si, depuis 1970, depuis les années 70, l'université du Dahomey est créée, devenue l'université nationale du Bénin, et l'université d'Abomey-Calavi existe. Depuis ce moment, si on n'a pas pu former un cadre pour diriger le port autonome de Cotonou, il vaut mieux fermer les universités. Et c'est une régression, et on regrette, c'est une insulte à l'intelligence du Bénin, à l'intelligence des intellectuels, à l'intelligence de notre pays, à l'intelligence de notre démocratie. Et c'est un crime contre la jeunesse, un crime contre la nation, un crime contre l'humanité même, un crime contre tous ceux qui veulent le développement de ce pays. C'est pour ça que nous avons, au sein de l'USL, à vous appeler à la sérénité, à dire que les choses ne se passeront pas comme les gens pensent. Le président Adjavon est là, il va se présenter, et quoi qu'en soient les circonstances, il ira aux élections. Et nous, nous allons aux élections. Nous n'allons pas capituler devant la réaction de quelqu'un ou d'un groupe de gens
capables de continuer à faire de la délation et à faire de notre démocratie n'importe quoi. Je m'arrêterai et je serai plus long avec vous dans les discussions parce qu'à ce moment-là, je pense que vous connaissez la manière dont le pays est gouverné. Vous connaissez la souffrance des populations. Vous connaissez la souffrance de nos moments. Vous connaissez ce que l'université est devenue. Vous connaissez ce que la jeunesse est devenue. Mais avant tout ça, nous devons retenir quelque chose. Vous devez remarquer que chaque fois qu'il y a des questions majeures, des questions d'intérêt national, des questions de développement, des questions essentielles à débattre dans notre pays, le pouvoir fait de la délation. Il fait du dilatoire en introduisant des sujets pour vous occuper. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Nous n'avons pas de liste électorale. Le COS-LEPI peine à mettre les structures en place. Le débat devait être fait dans ce sens. Les lois pirates qui ont été votées, le code électoral et tout ça, sont des sujets de débat de l'heure. C'est de ces sujets-là qu'il est question de débattre aujourd'hui. Mais le pouvoir ne veut pas qu'on en parle. Et donc, trouve d'autres sujets pour vous occuper, pour qu'on puisse continuer à faire sa sale besogne. C'est pour cela, je dis encore une fois, que nous devons rester mobilisés, mais que nous devons rester vigilants. Le récépissé, j'oubliais, le récépissé du parti, comme des récépissés de beaucoup d'autres partis, tout le dossier est complet. Il n'y a rien à reprocher. Les délais ont été respectés. Et nous avons déposé le dossier au complet. Tout est prêt et sur la table du ministre de l'Intérieur, mais on n'a pas signé le récépissé de l'USR. À la date d'aujourd'hui, la Fondation Adjavon, qui a l'habitude de faire des œuvres sociales partout dans le pays, n'a pas vu son accord de siège renouvelé. Les entreprises de Adjavon sont fermées. Même ces organes de presse sont liquidés pratiquement. Lui-même, ses affaires ont été coincées à gauche et à droite. Et dans le même temps, vous dites que vous êtes dans le développement du pays et que vous voulez le développement du pays. Dans le même temps, vous demandez aux opérateurs économiques majeurs de fermer leurs portes. Je pense qu'il y a débat à faire. Et je pense que nous ne devons pas continuer de nous laisser dans la distraction. Ça doit s'arrêter, la distraction. Vous considérez que l'interpellation du président Adjavon devant la criette n'est que sujet de distraction pour nous distraire justement des questions réelles de notre pays à l'heure actuelle. L'heure actuelle, vous retenez, vous journalistes, que le pouvoir ne veut pas organiser les élections. Le pouvoir a fait fabriquer de fausses lois. Et les députés qui ont participé à la rédaction et au débat et au vote de ces lois sont des criminels, purs et simples, parce qu'ils savent que ces lois ne peuvent même pas s'appliquer, même à eux-mêmes. C'est pour cela que la vigilance doit continuer à être de mise. Je vous remercie et on continue dans les débats. Merci, chers collègues. Nous nous attendons à tout. Mais nous nous attendons à ce que vous, journalistes, et la population et la jeunesse se sentent concernés par cette convocation et cette condamnation éventuelle. Parce que ce ne serait pas une condamnation de Adjavon, mais c'est une condamnation de la démocratie. Ce serait notre démocratie qui est condamnée. Vous voyez, et à ce moment, si nous croisons les bras, ce serait mortel pour nous tous. Et donc, nous devons nous battre et savoir qu'au-delà des juridictions, parce que vous savez bien que c'est quand même des hommes. Nous avons dit dans ce pays que les décisions de la Cour sont sans aucun recours, que les décisions de la Cour doivent être respectées par tout le monde, y compris par l'armée et tout le monde. Mais vous avez vu dans notre pays que les décisions de la Cour ont été remises en cause par la Cour elle-même. À partir de ce moment, les décisions de la Cour constitutionnelle, je veux dire, ont été remises en cause par la Cour constitutionnelle elle-même. Ça veut dire que désormais, nous, citoyens, il ne nous reste rien d'autre que ça veut dire très clairement que désormais les décisions de la Cour constitutionnelle sont contestables
et on peut contester puisque elle-même a contesté ses propres décisions. Ça veut dire que bon, si nous pouvons contester les décisions de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas les décisions de la CRIEC qu'on ne peut pas contester.